Ils ont essayé de le tuer, pas avec des sanctions, pas avec des mots, mais avec un drone, une machine silencieuse suspendue dans le ciel de minuit, prête à effacer un homme, un chef d'État africain, d'une simple pression sur un bouton. À 2000 pieds d'altitude, un Reaper MQ-9 de l'OTAN verrouille sa cible, le convoi présidentiel. Mais ce soir-là, le destin a flanché. Ibrahim Traoré a survécu, et sa survie allait bouleverser l'Afrique. La tentative d'assassinat n'était pas un simple complot ou une rumeur. Ce n'était pas une erreur de trajectoire, mais un acte délibéré visant à effacer une voie devenue trop puissante pour l'Occident. L'attaque était filmée, tracée, prouvée. Ibrahim Traoré, le président du Burkina Faso, s'est retrouvé au cœur d'un complot international. Mais au lieu de se laisser submerger par la colère, il a fait le choix de répondre par la vérité. Ils ont essayé de me tuer, mais je vais exposer la vérité au monde entier, a-t-il déclaré. C'était plus qu'une question de survie personnelle. C'était une bataille pour la souveraineté et l'indépendance d'un continent tout entier. Traoré savait que sa survie n'était pas un miracle, mais un message à toute l'Afrique. La vérité, il la dévoilerait, et elle transformerait l'histoire. La tentative d'assassinat sur Ibrahim Traoré aurait pu changer le cours de l'histoire de l'Afrique. Dans la nuit du 20 mai, alors que le président burkinabé traversait les étendues désertiques du Sahel, un drone Reaper MQ-9 de l'OTAN a verrouillé sa cible. La machine, silencieuse et impitoyable, a libéré 2 missiles Hellfire programmés pour anéantir le convoi présidentiel. Mais l'histoire a pris un tournant inattendu. Alors que les missiles ont explosé dans un fracas assourdissant, Ibrahim Traoré a échappé de justesse à la mort. Son convoi a été dévié à la dernière seconde, un acte de chance ou de destin. Ce qui semblait être une tentative d'assassinat hasardeuse s'est rapidement transformé en un révélateur des tensions géopolitiques en Afrique de l'Ouest. Ce n'était pas un simple accident de parcours. Les données électroniques récupérées ont prouvé que le drone ne ciblait pas une position fixe, mais suivait activement le convoi en mouvement. Les autorités burkinabées, en collaboration avec des experts chinois et russes, ont confirmé la présence des missiles américains utilisés par l'OTAN. Mais la véritable découverte est venue plus tard, lorsqu'une séquence de données radar a montré un verrouillage sur un véhicule en particulier, le véhicule d'Ibrahim Traoré. C'était un acte de guerre déguisé en erreur technique, et l'Afrique allait devoir en payer le prix. Ibrahim Traoré a réagi à l'attaque avec une calme détermination. Plutôt que de se laisser emporter par la colère ou de répondre par la violence, il a choisi une autre voie, la vérité. Dans le bureau présidentiel, après avoir examiné les images, les coordonnées et les données de vol, il a pris une décision capitale. Il n'allait pas réagir par la force, mais par le dévoilement de la réalité. Nous n'allons pas répondre par la guerre, mais par la vérité, a-t-il dit à ses généraux et conseillers. Il savait que les histoires et les récits sont plus puissants que les armes dans un monde moderne où l'information est une arme redoutable. Le lendemain, dans une décision audacieuse, Traoré est apparu à la télévision nationale, sans prompteur, sans discours préparé. Il a simplement prononcé ces mots « Ils ont essayé de me tuer ». Ce moment a changé la dynamique en Afrique. Les médias du monde entier ont été choqués par cette déclaration brutale. En quelques heures, la vidéo a explosé sur les réseaux sociaux, attirant l'attention de millions de personnes à travers le monde. Le Burkina Faso, un petit pays africain souvent ignoré sur la scène internationale, était soudainement au centre de l'attention mondiale. Et cette attention n'était pas centrée sur un leader politique, mais sur une idée, la souveraineté et la dignité des peuples africains. Le matin suivant l'attaque, Ibrahim Traoré s'est réveillé avec une certitude. Ce n'était pas une erreur, mais un message. Le ciel du Sahel, que beaucoup considéraient comme un simple décor, s'était transformé en un théâtre de guerre. Les militaires burkinabés, sous la direction de Traoré, ont commencé à rassembler les preuves. Les fragments métalliques des missiles, récupérés par les soldats, portaient des inscriptions en anglais. AGM-114, un modèle de missile Hellfire, utilisé exclusivement par les forces armées des États-Unis et de l'OTAN. Ce n'était pas un complot théorisé, c'était une réalité tangible, documentée et vérifiable. En même temps, les autorités burkinabées ont commencé à examiner les données radars provenant d'un système récemment installé.
un radar chinois qui avait détecté la présence d'un drone en survol au-dessus du convoi présidentiel. Ce radar avait enregistré la trajectoire de l'appareil, montrant qu'il avait été verrouillé sur le véhicule du président. Les experts militaires ont confirmé ce que les données suggéraient. Un tir de missile n'était pas une erreur technique, mais un acte prémédité visant à tuer un chef d'État souverain. Cette prise de conscience a déclenché un enchaînement d'événements. Les généraux de Traoré ont proposé une riposte militaire immédiate, mais le président, calme, a rejeté l'idée. Il comprenait que ce qu'il voulait, c'était un conflit, une justification pour une intervention internationale. Mais ce que le monde ne comprenait pas encore, c'était que Ibrahim Traoré ne jouerait pas selon les règles établies. « Nous n'allons pas répondre par la guerre, nous allons répondre par la vérité », a-t-il répété. À l'heure où le monde s'attendait à une réaction violente, Traoré a opté pour une stratégie radicalement différente, la transparence totale. Il a ordonné la diffusion immédiate des preuves, de la séquence de verrouillage du drone aux fragments des missiles, ainsi que les enregistrements du radar. En faisant cela, il savait qu'il ne s'agissait pas seulement de défendre son pays, mais de changer le récit mondial sur l'Afrique. L'attaque n'avait pas seulement échoué, elle avait créé une opportunité. L'opportunité de renverser un récit où l'Afrique était toujours vue comme une victime passive des puissances occidentales. Ce matin-là, Ibrahim Traoré n'était plus simplement un président, il était devenu le porte-voix d'un continent qui ne se laisserait plus écraser par l'impunité. Les données recueillies à la suite de l'attaque étaient accablantes. En plus des fragments de missiles, les enregistrements radar ont fourni des preuves irréfutables du ciblage délibéré du président. Les experts en système radar ont confirmé que l'appareil n'était pas simplement en vol de reconnaissance, mais qu'il avait effectué des manœuvres spécifiques pour suivre et cibler le convoi de Traoré. Le verrouillage du drone sur le véhicule du président a été enregistré à plusieurs reprises et chaque séquence a montré un ajustement automatique du tir, un signe évident d'une tentative de poursuite active. L'un des éléments les plus significatifs a été l'analyse des coordonnées géographiques, obtenues à partir des enregistrements du radar chinois. Ces coordonnées ont révélé que l'attaque n'était pas accidentelle. L'appareil de l'OTAN avait activement suivi le président pendant plusieurs kilomètres, ajustant constamment sa trajectoire pour maintenir un verrouillage sur son véhicule. Ces informations ont été partagées avec des experts internationaux qui ont confirmé que ce type de manœuvre ne pouvait être qualifié de simple erreur technique. Mais l'impact ne résidait pas seulement dans les données techniques. Ce que ces preuves ont révélé, c'était un schéma. L'attaque faisait partie d'une série de manœuvres occidentales pour contrer l'influence croissante de Traoré et d'autres leaders africains qui se battaient pour la souveraineté. L'implication de l'OTAN dans cette tentative d'assassinat n'était pas un incident isolé, mais un acte délibéré dans une guerre de narration, un combat pour contrôler l'histoire. Ibrahim Traoré a compris cela très tôt. Les preuves qu'il avait rassemblées n'étaient pas simplement destinées à démontrer qu'il avait survécu à un attentat, mais à exposer une vérité beaucoup plus vaste. L'Afrique n'était plus un terrain de jeu pour les puissances coloniales. C'était un message clair envoyé à l'Occident, mais aussi à son propre peuple. Leur lutte pour la souveraineté venait de commencer. Les révélations ont provoqué une onde de choc à travers le monde. En Europe et aux États-Unis, les gouvernements ont été contraints de répondre, mais leurs réponses ont été maladroites. Alors que l'OTAN niait toute implication directe, les preuves étaient là, irréfutables. L'attaque avait été planifiée et exécutée par des forces étrangères, mais ce qui était encore plus inquiétant pour l'Occident, c'était l'énorme impact que cela aurait sur l'unité du continent africain. L'attaque contre Ibrahim Traoré a révélé deux aspects importants de la géopolitique moderne, la lutte pour la souveraineté et le pouvoir de la narration. D'un côté, l'Occident cherchait à maintenir son emprise sur l'Afrique à travers des actions discrètes mais brutales. De l'autre, Traoré et d'autres dirigeants africains incarnaient une nouvelle génération de leaders qui refusaient la soumission et l'exploitation. Les faits étaient accablants, mais la véritable guerre se jouait sur un autre terrain, celui des récits et de l'opinion publique. Certains analystes ont affirmé que l'attaque était un malentendu, une erreur de ciblage, mais ces explications ne tenaient pas face aux preuves recueillies. Le président burkinabé n'était pas une cible accidentelle. Il représentait une menace bien plus grande pour les puissances occidentales que ce qu'il voulait admettre. L'histoire qu'il racontait
celle de l'indépendance et de la souveraineté des peuples africains, devenait de plus en plus populaire, non seulement au Burkina Faso, mais à travers tout le continent. Traoré savait que ce n'était pas seulement une question de survie personnelle, mais de redéfinir la manière dont l'Afrique serait perçue à l'échelle mondiale. Pour certains, Traoré était un héros, un symbole de la résistance contre les puissances impérialistes. Pour d'autres, il était un dictateur dangereux, prêt à entraîner le continent dans un conflit ouvert avec l'Occident. Mais quelle que soit la perception, une chose était claire, Ibrahim Traoré avait pris le contrôle de son propre récit, et ce contrôle allait changer la dynamique du pouvoir sur le continent. Il est crucial de comprendre que la véritable victoire de Traoré ne résidait pas seulement dans la survie de l'attaque, mais dans la manière dont il a utilisé cette expérience pour galvaniser les populations africaines. Il n'avait pas seulement survécu à un complot de l'OTAN, il avait fait en sorte que son histoire soit racontée à travers le monde. Et dans cette histoire, l'Afrique n'était plus le spectateur passif, mais l'acteur principal de son propre destin. Ibrahim Traoré n'a pas seulement survécu à une tentative d'assassinat, il a transformé cette expérience en un catalyseur pour un changement profond en Afrique. Quelques heures après l'attaque, lorsqu'il a choisi de dévoiler les preuves de l'agression, il a ouvert la voie à un mouvement beaucoup plus large. Les réactions internationales ont été immédiates, mais elles ont montré la faiblesse de l'Occident face à la vérité brutale. Les gouvernements ont d'abord tenté de minimiser l'événement, mais les images et les faits étaient incontestables. À travers son discours, Traoré a compris quelque chose que beaucoup de dirigeants africains n'avaient pas encore saisi. La guerre de l'information est aussi puissante que toute autre forme de conflit. Ce n'était pas simplement une question de survie physique, mais de survie narrative. En exposant les tentatives de l'Occident de contrôler son destin, Traoré a initié une révolution silencieuse qui allait se propager bien au-delà des frontières du Burkina Faso. Dans la nuit qui a suivi, le monde entier a pris connaissance de l'audace de ce leader africain et l'histoire de l'Afrique venait de changer pour toujours. Ce n'était plus une question de se battre pour l'indépendance, mais de la revendiquer publiquement avec fierté et dignité. Ibrahim Traoré venait d'ouvrir une porte qui ne pourrait plus être refermée. L'attaque contre Ibrahim Traoré a provoqué des répercussions bien au-delà des frontières du Burkina Faso. Les révélations de l'attaque ont secoué les fondements mêmes de la géopolitique mondiale, ouvrant une brèche dans la perception de l'Afrique par l'Occident. Tandis que les gouvernements européens et américains tentaient de minimiser l'incident, le message d'Ibrahim Traoré s'est propagé comme un feu de forêt à travers le continent africain. En quelques jours, le soutien à Traoré est devenu un symbole de résistance pour des millions de personnes. Les gouvernements africains voisins, notamment le Mali, le Niger et le Tchad, ont rapidement exprimé leur solidarité avec le Burkina Faso. La réaction a été forte. Pour eux, ce n'était pas seulement une attaque contre un homme, mais contre toute l'Afrique. L'Union africaine a convoqué une session d'urgence pour dénoncer ce qu'elle considérait comme une tentative d'assassinat par une puissance étrangère. Les pays du Sahel, souvent relégués au rôle de spectateurs dans les affaires mondiales, ont pris la parole d'une seule voix pour dénoncer l'impérialisme de l'Occident. Les manifestations de solidarité ont envahi les rues des capitales africaines. Au Mali, des milliers de personnes ont défilé pour soutenir Ibrahim Traoré, portant des pancartes avec le message « La dignité n'a pas de prix ». La prise de position de l'Afrique face à cette agression a résonné dans l'ensemble du continent. Les images de ces manifestations ont circulé sur les réseaux sociaux, faisant comprendre à l'Occident qu'un nouveau souffle d'indépendance était en marche. L'Occident, qui avait longtemps eu le contrôle sur les narrations autour de l'Afrique, se retrouvait pris au piège de ses propres mensonges. Dans ce contexte, Ibrahim Traoré est devenu bien plus qu'un président, il est devenu un symbole vivant de la souveraineté africaine. Son message n'était pas seulement un appel à la résistance, mais à la transformation profonde de l'Afrique. La souveraineté, la dignité et l'indépendance étaient désormais des valeurs partagées par de nombreux pays africains. En refusant d'accepter la soumission, Traoré montrait la voie d'une Afrique nouvelle, capable de se défendre et de se réapproprier son histoire. Ce n'était pas seulement une question de politique ou de diplomatie. C'était une révolution culturelle, un réveil des peuples qui avait été étouffé par des décennies de domination étrangère. L'attaque de l'OTAN contre Traoré avait donné naissance à une ère nouvelle, où l'Afrique ne se contentait plus de revendiquer son indépendance, mais l'affirmait haut
et fort à la face du monde. Les mois qui ont suivi l'attaque ont vu la situation se développer à un rythme vertigineux. Les options de Traoré étaient multiples, mais chacune impliquait un pari risqué. À court terme, il aurait pu répondre par la force, intensifiant ainsi le conflit avec l'Occident. Mais cette réponse militaire, bien que séduisante pour beaucoup de ses partisans, aurait risqué de plonger la région dans une guerre ouverte. Les sanctions économiques et la pression internationale se seraient intensifiées, isolant davantage le Burkina Faso et ses voisins. Le scénario le plus optimiste, toutefois, était celui où la vérité dévoilée par Traoré continue de galvaniser l'Afrique. En suivant cette voie, il espérait renforcer les alliances africaines, construire un bloc solide capable de résister aux pressions extérieures. Cela passait par une coopération accrue avec des puissances comme la Chine et la Russie, qui avaient déjà montré leur soutien dans les domaines économiques et militaires. En ce sens, Traoré misait sur une autonomie accrue de l'Afrique, en développant ses propres capacités de défense et en réduisant sa dépendance à l'égard des puissances occidentales. Le scénario intermédiaire impliquait un soutien croissant des nations africaines, mais aussi une confrontation continue avec les puissances de l'OTAN et des États-Unis. Cette situation pourrait s'étirer sur plusieurs années, avec une pression diplomatique constante et des sanctions ciblées. Mais Traoré savait que la résilience de son peuple et l'unité croissante des nations africaines pouvaient renverser la tendance. Cependant, le scénario le plus sombre impliquait une intensification des hostilités militaires et diplomatiques. Une escalade pourrait entraîner des frappes ciblées contre les infrastructures stratégiques du Burkina Faso et de ses voisins, affaiblissant considérablement la stabilité régionale. Dans ce cas, les pays de la région devraient choisir entre se soumettre à la pression occidentale ou se défendre coûte que coûte, sachant que la survie de l'Afrique en dépendrait. Ibrahim Traoré, dans ses discours et ses actions, a toujours cherché à éviter ce dernier scénario, mais il savait que chaque décision prise pourrait influencer le futur de l'Afrique pendant des décennies. La lutte ne faisait que commencer. Ibrahim Traoré n'était plus simplement un président, mais un symbole vivant de la dignité africaine. Son message, délivré de manière simple mais percutante, résonnait profondément avec les citoyens du Burkina Faso et au-delà. Ce n'était pas un appel à la guerre, mais un appel à l'unité, à l'autodétermination et à la justice. Dans les rues de Ouagadougou, les jeunes brandissaient des pancartes et chantaient des chansons de résistance inspirés par le discours du président. Ils avaient compris que leur combat allait bien au-delà de leur propre pays. Les discours de Traoré étaient désormais repris dans les écoles et les universités. Les jeunes Africains, souvent ignorés ou marginalisés, se sentaient soudainement investis d'une mission, la souveraineté et la dignité. Les réseaux sociaux ont joué un rôle clé dans cette révolution pacifique. Les hashtags se multipliaient, les vidéos de soutien explosaient en ligne. L'histoire d'Ibrahim Traoré, de sa survie et de son message de résistance était devenue une histoire partagée, un récit collectif que chaque citoyen africain pouvait revendiquer comme le sien. Pour la première fois, l'Afrique parlait d'une seule voix. Le soutien à Traoré ne se limitait pas au Burkina Faso. Il s'étendait bien au-delà, avec des manifestations de solidarité en Afrique de l'Ouest, mais aussi en Afrique centrale, de l'Est et au-delà. Les journalistes africains, auparavant contraints de suivre la narration occidentale, ont commencé à relater l'histoire sous un autre angle, celui de la résistance, de la réclamation de la vérité et de la justice. La lutte de Traoré avait atteint son apogée, et l'effet d'entraînement qu'il avait provoqué allait transformer la politique africaine pour les générations à venir. Ce n'était pas seulement une révolution politique, mais une révolution mentale et culturelle. La stratégie d'Ibrahim Traoré ne se limitait pas à la dénonciation de l'agression, mais visait à proposer une solution claire pour l'avenir de son pays et du continent africain dans son ensemble. Après avoir exposé la vérité au monde entier, il s'est tourné vers l'avenir, déterminé à reconstruire et à renforcer la souveraineté du Burkina Faso et des nations africaines. La première étape de son plan était de renforcer l'indépendance énergétique du pays. Le Burkina Faso, comme beaucoup d'autres pays africains, était fortement dépendant des importations de ressources énergétiques, ce qui le rendait vulnérable à la pression extérieure. Traoré a lancé un programme ambitieux pour investir dans les énergies renouvelables, en particulier le solaire et l'hydrogène, afin de réduire cette dépendance. La deuxième phase de son plan
était d'accélérer la modernisation des infrastructures de défense du pays. Le président savait que la véritable sécurité passe par une défense nationale forte et indépendante. En collaboration avec ses alliés chinois et russes, il a commencé à développer des technologies de défense adaptées aux besoins spécifiques de l'Afrique, réduisant ainsi la dépendance vis-à-vis des puissances occidentales. Ce processus incluait la création de centres de formation pour les ingénieurs militaires et des projets de fabrication locale d'équipements militaires. La dernière étape du plan de Traoré était la refondation morale et économique de l'Afrique. Il avait compris que la dignité ne se négocie pas et que l'Afrique devait non seulement se défendre militairement, mais aussi se réinventer économiquement et culturellement. L'éducation, la production locale et la protection des ressources africaines étaient les pierres angulaires de cette nouvelle Afrique qu'il souhaitait construire. L'Afrique, selon lui, devait se regarder dans un miroir et se redécouvrir sans honte ni peur. Dans les jours qui ont suivi l'attaque, la vérité se propageait comme une onde de choc à travers le continent. Ce que l'Occident considérait comme une simple tentative d'assassinat s'est transformé en un cri de guerre, une réaffirmation de la dignité et de la souveraineté des peuples africains. Ibrahim Traoré n'était plus seulement le président d'un pays, il était devenu le leader d'un mouvement qui transcendait les frontières. Le Sahel, un espace de lutte et de conflits incessants, était désormais le théâtre d'une résistance commune. L'Afrique n'était plus simplement une victime, mais un acteur majeur du récit mondial. Cette nuit-là, lorsque Ibrahim Traoré a échappé de justesse à la mort, il a non seulement survécu physiquement, mais il a ravivé une flamme de solidarité et de fierté à travers tout le continent. Sa promesse de défendre la vérité à tout prix résonnait dans chaque mot, chaque action, chaque mouvement de soutien. Ce n'était pas un simple combat pour la survie, mais un combat pour l'avenir de l'Afrique. Un avenir où la souveraineté et la dignité seraient inébranlables. Dans les rues de Ouagadougou, les visages des jeunes, des hommes et des femmes reflétaient la force d'une Afrique qui se tenait debout, prête à affronter tous les défis. L'histoire d'Ibrahim Traoré et de l'attaque qu'il a subie n'est pas seulement un événement du passé. C'est un tournant historique pour l'Afrique, un rappel que les nations du continent peuvent se dresser contre l'impérialisme et la domination. Cette histoire, bien plus qu'un récit de survie, est une leçon de résilience, de courage et de solidarité. Aujourd'hui, l'Afrique, unie sous des valeurs communes de justice et de dignité, se tient prête à écrire son propre avenir. Ce n'est pas un simple appel à l'action, c'est une invitation à participer à cette transformation. L'Afrique n'attend pas que le monde lui donne la permission de se défendre. Elle prend son destin en main. À travers chaque pays, chaque ville, chaque village, le message est clair. L'Afrique est debout. Si vous croyez en un avenir où la souveraineté et la dignité sont des droits inaliénables, alors rejoignez ce mouvement. Partagez cette histoire, commentez, diffusez-la. Ensemble, nous pouvons changer la manière dont le monde voit l'Afrique. Ensemble, nous pouvons faire en sorte que la vérité d'Ibrahim Traoré devienne le phare de la liberté africaine.